Depuis plusieurs années, le numérique a envahi nos entreprises et re-questionne le travail plus que jamais. Premiers concernés, les Français nous partagent leur point de vue. Effectivement, beaucoup d'activités que je pourrais faire à distance, qui me permettraient de gagner en temps de trajet, en confort aussi. Aujourd'hui, surtout pour la recherche d'emploi, les entreprises se consacrent au numérique. On passe plus vraiment par les agences, tout se passe par Internet. Ça permet aux gens qui sont en province ou qui ne peuvent pas se déplacer, ou même, je pense à des handicapés, de pouvoir travailler de chez eux. Des changements qui questionnent les Français jusqu'à la nature même de leur contrat de travail. La courbe du chômage et le modèle proposé par de nouvelles entreprises remettent aussi en question les modèles établis. Après, le CDI, le CDD, je pense que c'est des choses qui doivent évoluer à mon sens parce que ça ne marche pas. On voit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de chômage, je suis au chômage. Donc je pense que c'est des choses qui repoussent un peu les entreprises à embaucher. Je pense que le salarié, moi en tant que salarié qui ai peur du CDD ou de la mission d'intérim, mais c'est tout ce que ça engendre derrière. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est peut-être une clé pour être un peu plus libre dans le travail et plus heureux. Je vois les Deliveroo, là j'en ai encore croisé un. Dans 10 ans ou après 2 accidents de vélo, ils vont devenir quoi? Quel avenir pour le travail? Pour en débattre, Vincent Puren reçoit l'entrepreneur Adrien Moncoudiol et la candidate à l'élection présidentielle de 2017, Ramayad. Avec le numérique, de nouvelles valeurs s'instaurent vraiment en entreprise. On le voit aujourd'hui, que ce soit de la liberté, plus de responsabilité, mais aussi un confort dans l'entreprise. C'est porté par le numérique. Est-ce que pour vous, c'est une tendance de fond ou est-ce que c'est une tendance passagère? Je pense que c'est une tendance de fond, bien sûr, qui est permise par les nouveaux outils aujourd'hui qui permettent de travailler à distance plus facilement, de collaborer, d'avoir beaucoup plus de transparence en entreprise et de favoriser la collaboration. Et ça vient également aussi des aspirations de la nouvelle génération qui a grandi avec une culture complètement différente et qui arrive avec de nouvelles attentes dans le monde de l'entreprise traditionnelle. Ramayad? Oui, c'est une nouvelle organisation du travail que permet effectivement le numérique avec l'arrivée d'une nouvelle génération. Clairement, l'organisation se veut moins verticale, moins hiérarchique et beaucoup plus horizontale. On est dans une optique davantage de coopération que de donneur d'ordre. Et beaucoup d'entreprises d'ailleurs ont du mal à s'adapter aux nouveaux arrivants, aux nouvelles générations à cause de cela. On veut moins un patron qu'un mentor ou un inspirateur. On est davantage dans un travail coopératif, collectif et moins individuel, moins bureau. Mais aussi, ce sont des activités plus temporaires. Avant, on aurait pu penser que c'est une marque de précarité, le fait de devoir changer de travail. Mais je ne connais plus beaucoup qui veulent rester tout au long d'une vie derrière un bureau pour faire le même travail pendant 30 ans, ou dans la même usine comme on le faisait il y a plusieurs années. Donc c'est un bouleversement total de l'organisation du travail, des rapports hiérarchiques et c'est une révolution culturelle en fait, je dirais. Aujourd'hui, il y a une vraie envie de travailler. On retourne un petit peu aux prémices du travail. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, moi je pense que c'est une excellente chose. Le fait que les personnes se rendent au travail avec le sourire chaque matin, c'est le signe qu'ils vont donner leur énergie, leur passion, leur créativité au service de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est positif à la fois pour les employés et pour l'entreprise elle-même. D'ailleurs, pour rebondir par rapport à la dernière question, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a ces nouvelles attentes, il y a ces nouvelles possibilités. Aujourd'hui, les entreprises elles ont du mal à réagir à cela. Du coup, on remarque parfois des turnovers assez importants. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui vont travailler dans une entreprise pendant 2-3 ans et en fait alterner comme ça en permanence. On voit également la montée du freelance. En France, maintenant, plus de 10% des travailleurs sont freelance. Aux États-Unis, on arrive à bientôt plus de 30%. Donc en fait, ce que ça reflète, c'est que le travail, c'est plus seulement une manière de gagner sa vie, c'est également une manière de contribuer à la société, une manière de mettre son talent, son énergie, sa passion dans la construction d'un projet. Et ça, je pense que c'est extrêmement positif. Ouais. Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que le travail, à l'origine, même dans son étymologie, c'est une contrainte. On n'a pas le choix que de travailler pour pouvoir payer son loyer, se nourrir, etc. Et de plus en plus, maintenant, plus personne ne veut travailler de manière forcée. Il faut trouver du plaisir à son travail. C'est une forme d'épanouissement personnel. On cherche donc deux choses en même temps. Et de fait,
on voit bien quand il y a des offres d'emploi, pourquoi ils ne sont pas tous pourvus, parce que les personnes ne cherchent pas seulement de quoi gagner leur vie, ils cherchent aussi de quoi s'épanouir. On n'est pas que dans l'avoir, mais on est aussi dans l'être. Et ça aussi, c'est un vrai changement. Et on le voit d'ailleurs dans la manière dont les salariés, quand ils sont encore salariés, demandent, au-delà du salaire, d'autres types d'avantages. Donc on voit qu'il y a un vrai désir de liberté en fait, de choix de vie, de maîtrise de sa vie, moins de contraintes, plus d'épanouissement. Et ça, c'est effectivement un autre type de société qui, je crois, nous permet de passer peut-être d'un État-providence où tout se décidait par les pouvoirs publics à une société-providence où la coopération, l'être, le bien-être, la qualité de vie, dans un monde de burn-out, de stress, est particulièrement important. Le mot épanouissement revient assez souvent dans votre discours. On le voit aujourd'hui dans certaines entreprises, il y a des postes qui sont créés, ceux de Chief Happiness Officer, beaucoup d'anglicisme, mais c'est comme ça. Si on prend les États-Unis, les entreprises comme Netflix permettent aux employés de prendre autant de vacances qu'ils veulent. Est-ce qu'à vouloir trop épanouir les salariés, on ne risque pas non plus de faire couler l'entreprise ? C'est l'idée, en fait, on passe du produit intérieur brut au bonheur intérieur brut. C'est l'idée que les gens ne sont pas que des forçats du travail. Maintenant, il y a la famille, il y a les amis, il y a les centres, les centres d'intérêt divers et variés. Maintenant, c'est à l'entreprise de voir où est son intérêt. Est-ce que son intérêt, c'est d'avoir des forçats du travail, pas heureux, pressés de partir, usant des différents mécanismes d'arrêt maladie pour ne pas être présent dans la boîte? Ou est-ce que finalement, on peut transformer ces nouvelles opportunités économiques en atout pour l'entreprise? L'idée par exemple de responsabilité sociale des entreprises, à l'origine, on avait conçu cela comme un élément de contrainte. On va obliger finalement les entreprises à tenir des comptabilités sur l'égalité homme-femme, sur les prestations qu'ils offrent en matière de garde d'enfants ou encore d'actions humanitaires sur des zones à l'étranger, etc. Et maintenant, les entreprises ont transformé la responsabilité sociale de contrainte en atout. C'est-à-dire que maintenant, pour être performant, une entreprise doit aussi afficher ses indices dans ce domaine-là, ses indices d'engagement. Et pour le consommateur, par exemple, c'est important parce que si une entreprise qui vend des produits se présente comme éthique ou défend les valeurs du développement durable à travers sa politique d'emballage, on le voit avec les épiceries solidaires, avec toute cette nouvelle économie finalement qui se développe dans les énergies renouvelables, eh bien c'est un atout par rapport aux consommateurs. Donc pour l'entreprise, du coup, c'est un argument de vente que n'a pas le concurrent. Donc les plus imaginatifs peuvent en effet réussir à en faire un atout. Et les plus imaginatifs, comme vous, Adrien, créent des communautés ou en font en tout cas leur métier. Racontez-nous. Nous, au sein de Mangrove, on a été assez radicaux, c'est-à-dire qu'on est parti de ces nouvelles opportunités proposées par la technologie et de ces nouvelles aspirations de plus en plus de jeunes à avoir plus de liberté, avec un état d'esprit entrepreneurial, à vouloir évoluer dans une communauté avec plus de confiance et de collaboration. Et à partir de ces données-là, on a décidé de réinventer from scratch le modèle de l'entreprise. Et aujourd'hui, on a une communauté horizontale où en fonction de la contribution de chacun au projet de la communauté, on va avoir un poids décisionnel variable. Et au sein de Mangrove, on passe quelques jours à travailler pour des startups en freelance pour gagner notre vie. Et le reste du temps, on développe des projets internes qui sont là pour notre épanouissement. On va partir par exemple en retraite, comme on l'a fait au Portugal pendant 3 semaines, ou pour travailler tous ensemble dans un cadre hyper agréable. On va organiser des formations en peer-to-peer comme on fait à Berlin cet été, où on invite 20 freelanceurs et entrepreneurs de l'Europe entière pour s'échanger nos connaissances et nos expériences. Et on va également développer des outils en interne. Donc on va développer des Slack bots. Ces bots conversationnels qui nous permettent de nous organiser. Donc par exemple, on a un bot qui toutes les semaines va nous matcher avec une personne de manière aléatoire dans la communauté pour que cette personne, tous les jours, on a un échange de 10-15 minutes avec elle pour partager nos avancées, nos difficultés et s'entraider. Slackbot en référence à Slack, la plateforme ? Slack, la plateforme de conversation, oui, exactement. On a un autre Slackbot qui, lui, tous les jours, va nous solliciter pour nous demander notre humeur et les raisons de cette humeur. Et donc là, ça permet de prendre du recul un peu sur sa situation, de voir si on est heureux ou pas dans notre journée, de partager ça au reste de la communauté et à nouveau de créer une opportunité d'entraide. Voilà, c'est ce qu'on fait avec Mangrove. Et à mon avis, c'est une expérience assez intéressante. Là, aujourd'hui, on est une communauté de 70 personnes et on commence à s'étendre à l'international. On va ouvrir un hub à San Francisco là, à la fin de l'année.
En restant centré sur les jeunes, aujourd'hui, s'il y a un endroit où les jeunes sont particulièrement en situation de précarité, ont du mal à trouver du travail, et aujourd'hui travaillent grâce à ces nouvelles typologies de services, c'est les banlieues. Uber, notamment, est un gros créateur d'emplois dans les banlieues. Et pourtant, malgré tous ces emplois créés, Uber et toutes ces plateformes, nouvelles plateformes qui arrivent, sont beaucoup critiquées. Pourquoi? Je trouve que c'est injuste. C'est injuste parce que ces plateformes créent des emplois à des personnes qui n'avaient pas de travail, notamment effectivement ces jeunes des quartiers populaires. Un ancien président avait dit que, à l'occasion d'une visite dans une banlieue, on ne va pas arriver trop tôt parce qu'ils se réveillent en début d'après-midi. Et aujourd'hui, grâce à Uber, vous les voyez à 6 h du matin en bas de chez vous, lorsque vous allez à l'aéroport, sanglés dans leur costume et heureux d'être là. Donc ça veut bien dire que lorsqu'on prend les personnes dans leur dignité, en leur proposant un travail qui les valorise et puis derrière un salaire, et puis aussi une liberté d'action, eh bien ils sont au rendez-vous professionnel, au rendez-vous économique. Moi j'ai toujours pensé de toute façon que les jeunes des quartiers populaires c'était des petits capitalistes qui s'ignorent parce qu'il y a une très forte inventivité, une très forte créativité. On est en mode survie, donc même dans le deal quelque part, si je puis me permettre, ils ouvrent des épiceries, des boutiques de téléphonie mobile, des boucheries, voilà, des sociétés de tout et n'importe quoi, et ça prouve bien une vraie capacité. En même temps, diplôme ou sans diplôme d'ailleurs, en même temps une vision internationale, parce qu'ils cumulent plusieurs origines, la France, l'origine de leurs parents, donc dans un monde ouvert où voilà, il suffit d'un clic pour être à Tunis ou à Alger ou à Bamako. Maintenant on s'ajoute à ça le numérique, encore des opportunités pour eux qui s'ouvrent, encore plus larges, et ça donne effectivement des entrepreneurs très dynamiques. Et ça, c'est très fort. C'est quelque chose qui est très important. Pour ça, moi, je pense que je serais d'accord pour qu'on crée une sorte de Silicon Valley des banlieues, c'est-à-dire qu'un espèce de fonds d'investissement public-privé qui serait géré uniquement par les entrepreneurs, parce que les chefs d'entreprise, parce que les politiques ne sauront pas gérer cet argent-là, pour choisir les projets, parce qu'ils créent beaucoup d'entreprises, mais ça ne dure pas très longtemps, pour les mêmes raisons que les autres Français. Mais ils en créent 2 fois plus que le reste du pays. Au lieu de tout focaliser sur la religion, l'islam, le terrorisme, etc. Bon, on pourrait peut-être se demander avec eux comment on fait pour qu'ils soient une vraie richesse pour le pays. Et ben voilà, il y a une voie qui est là, c'est celle de l'entreprise, c'est celle de la création, c'est celle du numérique. Ils sont brillantissimes là-dessus, de vraies capacités, un vrai courage. Et ça, c'est une vraie contribution pour le pays qui gagnerait à être valorisé. Et il faut qu'on prenne absolument ce tournant-là. Voilà. À vous écouter, on a conscience quand même que le numérique change beaucoup de choses dans la société, beaucoup de choses en bien, notamment dans le travail. Aujourd'hui, forcément, au-delà de la sécurité, le travail, c'est le pilier, le socle de la candidature de l'ensemble des potentiels présidentiables. Et pourtant, quand on creuse, quand on regarde un petit peu en détail, aujourd'hui, absolument aucun candidat, et surtout les candidats des principaux partis, ne savent tenir une conversation sur le numérique et ne sont informés sur le numérique. Pourquoi ? Des politiques qui sont toujours un peu à la ramasse et en dehors des choses. Vu le rythme auquel va l'innovation, il faut avoir des politiques qui justement soient au fait de tout ça et militent en ce sens. On a créé des ministères pour ça, on a fait plein de choses qui ne servent pas à grand chose. Le numérique, c'est déjà quelque chose qui va extrêmement vite, à l'inverse de la politique finalement. De toute façon, l'âge qu'ils ont en moyenne, j'ai envie de dire, voilà quoi. Ils sont nés avant, enfin ils étaient en politique avant la chute du mur de Berlin. Et donc la déconnexion en plus fait que... Vous pensez que c'est vraiment une question de génération? C'est pas uniquement une question de génération en fait. Mais il y a la déconnexion qui ajoute en fait au fait que si vous êtes toujours en permanence ministre, président de conseil général, vous n'êtes... Voilà. Ils n'ont pas de métier en fait. En fait, ils vivent dans Ils n'ont pas de métier. Depuis, pardon de vous interrompre, moi ce que j'ai l'impression de voir, c'est que c'est pas forcément une question de génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui arrive dans un cabinet ministériel à 30 ans ou 35 ans, c'est quelqu'un qui a rarement travaillé en entreprise auparavant et qui a rarement utilisé les outils numériques. Donc c'est une autarcie qui a lieu un petit peu tout le long de cette carrière politique qui peut être un petit peu dangereuse à mon avis.
Tout à fait. Et on l'a vu quand on les interroge effectivement sur certaines sociétés numériques, ils savent pas parce que ils n'ont pas de métier. Vous connaissez le métier de François Hollande, vous, de Ségolène Royal, le métier d'Alain Juppé, on ne sait pas, ils n'ont pas de métier. Parce que leur métier, c'est la politique, ce n'est plus un engagement. L'engagement, ça doit être normalement temporaire, sur quelques projets. Bon. Et là, ça dure toute la vie. Donc cette déconnexion et cette autarcie, comme vous dites, c'est ce qui explique qu'il n'y a pas de prise avec cette réalité. Et comment, dans ces conditions, voulez-vous proposer au pays une politique de l'emploi, de lutte contre le chômage, de création d'entreprises? Ils ne peuvent pas. Donc ce sont d'autres qui viennent leur mettre les mots dans la bouche. Et ils font confiance et ils expriment des choses qu'ils n'ont pas eux-mêmes expérimentées. Dans la lignée de ce que vous dites, on a une tradition dans cette émission, c'est d'essayer de définir notre façon, une feuille de route justement pour les années à venir, et il y a notamment les présidentielles qui arrivent dans un an. Ce serait quoi, en quelques mots, votre grande idée pour que notre sujet, qui est celui du travail en l'occurrence, aille de l'avant dans les années qui viennent? Moi, ce qui m'intéresserait, et c'est aussi ce qu'on cherche à promouvoir derrière Mangrove, c'est que Mangrove, en fait, c'est une famille à laquelle on appartient tout au long de sa carrière, en s'engageant plus ou moins en fonction de ses missions, en fonction de l'entreprise qu'on veut créer, etc. Mais l'objectif aussi, c'est d'assurer cette protection tout au long de sa carrière, indépendamment de son statut de travailleur. Et du coup, dans cette idée, dans la loi au travail, il y avait cette initiative du compte personnel d'activité qui était assez intéressante, malheureusement qui a été un petit peu écartée, le débat n'a pas vraiment eu lieu. Mais là où c'était intéressant, c'est que l'idée était d'associer des droits à la personne et non plus à son statut de travailleur. Et ça, bon, c'est simple à mettre en place. C'est quelque chose qui peut permettre à une personne de définir elle-même en toute responsabilité si elle souhaite avoir accès à une formation, elle souhaite avoir accès à une année sabbatique ou elle souhaite avoir accès à de l'argent pour investir dans un projet. Moi, cette responsabilisation et le fait d'attacher des droits à la personne et non plus à son statut, je pense que c'est quelque chose qui serait hyper intéressant à étudier par la suite. Moi, je pense que sur l'économie collaborative, je plaiderais volontiers pour encore plus de liberté. Le travailleur indépendant aujourd'hui travaille sur les plateformes. Vous parlez de Uber, travaille sur des plateformes détenues par des grandes sociétés. Bon. Et pourquoi pas développer le coopérativisme de plateforme. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est que ces travailleurs indépendants soient réellement indépendants. C'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas uniquement de ces plateformes-là, énormes, richissimes, mais qu'eux-mêmes soient propriétaires de la plateforme. Ce que vous disiez tout à l'heure pour Mangrove, c'est-à-dire que chacun, par sa participation, a davantage de pouvoir au sein de la boîte. Nous, on fait ça on l'a fait sur notre champ politique. On a créé une coopérative politique avec différentes formations, droite, gauche, indépendant, etc. Et en fonction de la participation de chacun, participation financière, participation en termes de parrainage, eh bien, on a plus ou moins d'influence au sein du projet politique. Eh bien, ce que vous avez fait là, ce que nous on a fait là sur le terrain politique, on pourrait aussi le faire à travers ces plateformes-là, que les travailleurs indépendants se mettent ensemble et créent eux-mêmes leur plateforme et en soient les participants directs. Ça, ce serait formidable. Et que par ailleurs, nous accompagnons cela d'un vrai dispositif de compagnonnage au numérique. C'est-à-dire, vous connaissez les compagnons du devoir, hein, on fait la même chose sur le numérique. C'est-à-dire que, ça y est, aujourd'hui, ça fait peur aussi tout ça à certains. Notamment ceux qui ne sont pas formés pour, les plus âgés, qui deviennent des véritables décrocheurs numériques. Le vocabulaire que vous utilisez, il y en a pour lesquels c'est un vrai chinois. Donc il y a un moment, ces personnes-là, il faut y penser. Compagnonnage numérique, c'est finalement aider ces personnes à engager un parcours de formation sur le numérique dans des écoles qui font du codage, dans des espaces de coworking, avec des partages d'expériences, etc. Pendant quelques mois, quelques semaines, un peu partout en France, de telle sorte qu'à un moment donné, il y a eu un rattrapage numérique et une fois qu'ils reviennent en entreprise, eh bien, ils sont faits de ce qui se passe sur le plan du numérique. Ça, je trouve qu'on pourrait créer ça en labellisant des organismes de formation, etc., pour permettre aux décrocheurs numériques de ne plus être décrocheurs. Et donc, d'intégrer cette nouvelle économie collaborative qui pour moi est une révolution aussi importante que l'invention de la roue, de la lumière. C'est effectivement pas... je ne crois pas que ce soit une mode, parce que derrière, il y a encore un autre enjeu. On y arrive, c'est l'intelligence artificielle. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, c'est ici que ça se passe. Abonnez-vous. Toujours là ?
Profitez-en pour regarder un autre épisode.